Alors, nous en étions hier aux différents rapports de normes, et j'avais expliqué quelque chose d'évident. C'est-à-dire que je vous avais expliqué le rapport de normes que vous connaissez depuis le début, c'est-à-dire le rapport de normes consistant à être conforme. La conformité dans le rapport de normes, c'est le fait qu'une norme A inférieure respecte scrupuleusement la norme B supérieure. D'accord ? On avait vu que dans ce rapport de normes classique, serré, qui était strict, puisque je dis qu'on respecte scrupuleusement, en fait, il y avait une petite marge de manœuvre. La marge de manœuvre, quelle était-elle? Quand la norme supérieure laisse une marge de manœuvre à la norme inférieure, qu'elle lui laisse des options nombreuses, et bien dans ces cas-là, en réalité, on se retrouve avec une norme qui n'est pas si stricte en dessous. Mais il faut bien confondre le caractère obligatoire de suivre la norme avec la contrainte que pose la norme supérieure. C'est une question de contenu de la norme ou de rapport de norme. Cette distinction, elle est spécialement importante quand on va passer maintenant au grand B sur la compatibilité. Il y a dans les messages un coucou BG, je pense qu'il ne s'adresse pas à moi. La compatibilité. Alors, je vous disais que la compatibilité a trouvé sa source dans la décentralisation. La décentralisation, pourquoi? À cause de cette ambiguïté où on a des normes étatiques qui sont supérieures aux normes locales, et on l'a vu hier dans la liste, on avait 5 normes étatiques qui sont au supérieur aux 5 normes locales, 5 ou 6, 6, c'était 6. Par ailleurs, dans le même temps, depuis 1982, la première chose qui a été décentralisée, ça va être le droit de l'urbanisme. L'urbanisme, parce qu'il se gère mieux localement, et que le propre de la décentralisation, c'était précisément de faire gérer localement les affaires locales. Donc il faut que l'État puisse imposer sa volonté, tout en respectant. Alors, qu'est-ce que c'est que la compatibilité? Le rapport de compatibilité est de loin le plus courant en droit de l'urbanisme. Il ne s'agit pas d'une sorte d'excroissance qu'on croiserait rarement, non. Le rapport de compatibilité entre les normes est clairement le plus courant. Qu'est-ce que ça veut dire le plus courant? C'est-à-dire qu'on va avoir quelques cas de rapport de conformité, mais que dans la plupart des rapports entre tous les plans, on va avoir plutôt de la compatibilité. Qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre un petit peu le même genre de définition qu'hier. Il y a compatibilité entre la norme A et la norme B. Il y a compatibilité entre la norme A et la norme B. Dès lors que les deux normes peuvent coexister sans entrer directement en opposition. Dès lors que les deux normes peuvent coexister sans entrer directement en opposition. La règle de la compatibilité va donc, dans le rapport de normes, laisser une marge d'appréciation à la norme inférieure. Alors, cette compatibilité, elle est dure à gérer pour le juge. C'est lui qui s'en occupe. C'est le juge qui va dire « Ah oui, ces deux normes sont compatibles, donc la norme inférieure n'est pas illégale avec la norme supérieure, même si elle ne la respecte pas strictement. » C'est-à-dire qu'on peut avoir en haut une norme assez stricte et en bas une norme qui ne la respecte pas exactement. Pour reprendre l'exemple d'hier, même s'il ne s'appliquerait pas dans ce sens-là, si on disait, voilà, les bâtiments doivent faire au maximum 7 mètres et qu'il y avait un rapport de compatibilité avec en dessous une autre norme, au fond, l'auteur de la norme en dessous pourrait dire, bah, moi je vais plutôt dire 8. C'est choquant. Quand on réfléchit à l'égalité, on se dit que si la norme d'en dessous ne respecte pas la norme d'au-dessus, elle est illégale. Et non, elle n'est pas forcément illégale lorsqu'on est dans un rapport de compatibilité. Les deux normes doivent pouvoir coexister. On ne doit pas être choqué entre les deux. Alors, le juge administratif a dû préciser ces termes, a dû dire, mais qu'est-ce que j'utilise comme terme pour dire qu'il y a compatibilité ou pas? Alors, jusqu'en 2011, le Conseil d'État disait qu'il ne fallait pas que la norme inférieure, ouvrez les guillemets, remette en cause les options fondamentales, fermez les guillemets, entre guillemets, remette en cause les options fondamentales de la norme supérieure. La norme inférieure ne doit pas remettre en cause les options fondamentales de la norme supérieure. Je vais vous donner un exemple après. Je fais d'abord les aspects un peu théoriques comme ça, et ensuite je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux de quoi il retourne. Dans un arrêt de 1998, Conseil d'État, 10 juin 1998,
SA Leroy Merlin, SA Leroy Merlin, 10 juin 1998, numéro 176 920. Le Conseil d'État avait utilisé une autre formulation. Il avait dit que la norme inférieure, la compatibilité ne saurait avoir pour effet, d'imposer une stricte conformité. Les textes utilisent les deux, et donc le Conseil d'État précise que, puisque c'est justement de la compatibilité, ça ne doit pas vouloir dire conformité. Donc on doit pouvoir être plus souple dans le rapport de normes. Je vous explique à peu près le cas de l'arrêt Leroy-Merlin. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, ils sont ici. Alors, je vous explique le cas de l'arrêt Leroy-Merlin. On avait ici une coulée verte prévue par le SCOT. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une coulée verte? Une coulée verte, c'est un endroit où on va avoir des arbres, une balade dans la verdure. L'avantage de la balade dans la verdure, c'est que ça permet des continuités écologiques. Qu'est-ce qu'une continuité écologique? C'est l'idée que les animaux, les plantes même, peuvent se développer en traversant la ville. Il faut reconnaître que l'urbanisation pose de gros problèmes en termes de faune sauvage, en termes même de plantation, puisque les constructions arrêtent, font une muraille avec le développement de la faune sauvage. On sait que de temps en temps, il y a des renards qui arrivent en ville, etc., mais on sait que c'est plutôt rare, et ça peut poser des problèmes de biodiversité. C'est-à-dire que des animaux qui étaient habitués à se reproduire les uns avec les autres au nord et au sud de la ville se voient coupés en deux populations qui, chacune, pourrait péricliter si elles ne se rencontrent pas. D'accord? Imaginez qu'à cause de situations climatiques, d'inondations, que sais-je, il reste plus que 4 individus, c'est beaucoup plus difficile pour eux de reconstituer l'espèce à l'endroit s'ils ne peuvent pas se déplacer et se rencontrer que s'ils peuvent se déplacer et se rencontrer. Bref, c'est pour permettre aux ragondins de faire des cochonneries. Donc, on a des continuités écologiques comme celle-là. Le SCOT prévoit qu'il y a une continuité écologique et ici, on a une de nos fameuses zones commerciales. Dans cette zone commerciale, on va avoir des grands hangars, des bâtiments, un truc qui commence par I qui finit par Kea, enfin tout ça. Et la société Leroy Merlin qui veut faire un de ces grands magasins ici. Sauf que la société Leroy Merlin décide de faire un bâtiment, je simplifie en gros comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il mord sur la coulée verte. Sauf que le PLU, là, quand il s'écrit, quand il autorise à construire comme ça, il autorise à construire sur la coulée verte. La demande de permis se fait en accord avec le permis de construire. Avec le PLU, le plan local d'urbanisme. Mais c'est le plan local d'urbanisme qui est contraire, qui s'oppose sur ce plan-là au SCOT. On a donc, je vais prendre une autre couleur puisqu'il y en a une, on a donc ici la question de savoir est-ce que cette zone-là, qui est prévue dans le SCOT comme une zone naturelle, plutôt une zone de coulée verte, alors que dans le PLU, elle est une zone industrielle, est-ce que le PLU est légal? Si on avait un rapport de stricte conformité, comme dit l'arrêt, il est évident que non. Dans un rapport de compatibilité, il ne faut pas que le plan qui doit être compatible à l'autre s'oppose aux options fondamentales. Comment on peut le comprendre dans ce cadre-là? Qu'est-ce que c'est que les options fondamentales? Les options fondamentales, c'est l'idée qu'il doit y avoir une continuité écologique. Les ragondins du Sud doivent pouvoir aller voir leurs cousins, leurs futures copines au nord. Très bien. Concrètement, pour ça, le SCOT délimite quelque chose, une zone, avec un stylo, une frontière, on la voit, c'est matérialisé. Si le PLU décide autrement, de mordre dessus, est-ce que cela remet en cause l'option fondamentale? En réalité, dit le Conseil d'État, non. Regardez, ça va jusque-là, mais est-ce que là, on a fait une rupture de continuité écologique? On n'a pas fait de rupture de continuité écologique.
et qu'on n'a pas fait de rupture de continuité écologique, on peut dire que le PLU, s'il n'est pas conforme au SCOT, il lui est compatible. Ça vous paraît bizarre, parce que ça change votre appréhension de l'illégalité. N'est plus illégal ce qui est contraire à la norme du dessus, est illégal ce qui s'oppose aux options fondamentales de la norme du dessus. D'accord? Donc, quel est l'effet direct? L'effet direct, c'est que ça donne plus de pouvoir à la norme inférieure. Elle est moins limitée par la norme supérieure, non pas parce que la norme supérieure est plus précise, mais tout simplement parce que la norme supérieure est, comment dire, le rapport de norme est différent. Voilà. D'accord? Donc parce que le rapport de norme est différent. Imaginons une hypothèse. Imaginons que le PLU ait choisi de dire ici, là, c'est ma zone commerciale. Là, on aurait eu un problème. Pourquoi? Parce que cette zone-là aurait pu être construite et aurait constitué quoi? Eh bien, une rupture de la continuité écologique. Là, le Conseil d'État, je fais un peu de fiction, mais là, le Conseil d'État aurait pu dire non, le PLU qui fait une rupture des continuités écologiques, là, n'est pas compatible avec le SCOT qui prévoit une continuité écologique. Mais le SCOT, tant qu'il prévoit une continuité écologique et que le PLU mordille sur la zone de continuité, mais qu'en réalité, il maintient la continuité, alors, pas de difficulté, on a bien un rapport de compatibilité. Vous avez compris? Alors attention, la grande difficulté, en quelque sorte, elle est théorique. Elle est théorique, c'est-à-dire que bien faire la différence dans l'illégalité entre le contenu de la norme supérieure et de la norme inférieure et le rapport de normes. Plus la norme supérieure est précise, moins il y a de liberté à la hauteur de la norme inférieure. D'accord? Si je dis, cette zone-là, dans le SCOT, cette zone-là sera une zone naturelle, inconstructible, il faut absolument la préserver, etc., dans les grandes options, je ne veux pas ouvrir à l'urbanisation dans le SCOT, eh bien, avec un rapport de conformité, je ne pourrais pas du tout construire. Avec un rapport de compatibilité, le PLU pourrait dire « Ah oui, mais je vais peut-être mordiller sur la zone du SCOT pour permettre de construire, mais c'est parce qu'il y a une logique, il y a une rivière à cet endroit-là, il y a des éléments matériels qui font que ça fait une unité, ou même à la limite, on a le même propriétaire qui a jusqu'à cette limite-là, on n'a qu'à mordiller la zone PLU, on a un projet qui va prendre toute la zone du propriétaire, ou même moi, commune, je suis propriétaire, je vais mordre un peu et mon PLU va englober toute la propriété publique à cet endroit-là. C'est pas grave si on prend un demi-hectare à la zone non constructible. Et là, ce sera possible dans un rapport de compatibilité. La norme peut être la même dans les deux cas, et la norme supérieure est la même, mais le rapport de compatibilité va permettre plus de liberté à la norme inférieure. C'est compris? Donc là, on est dans quelque chose qui est assez original. Parce que ce rapport de compatibilité, il existe en fait qu'en droit de l'urbanisme. Et donc, vous comprenez bien que l'appréhension de la légalité d'urbanisme va en être changée. Le juge administratif en droit de l'urbanisme ne va pas le juger de la même manière la légalité de la norme inférieure si on a un cas de rapport de compatibilité ou un cas de rapport de conformité. C'est compris? Ouais, pour tout le monde? Très bien. Petit exemple, je vais vous citer un arrêt quand même pour l'idée que le SCOT ne doit pas s'opposer aux options fondamentales la norme inférieure ne doit pas s'opposer aux options fondamentales de la norme supérieure. Il y a un arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2011. Conseil d'État, 28 novembre 2011. Association pour la protection du littoral rochelais. Association pour la protection du littoral rochelais. Ça veut dire de La Rochelle. Quand est-ce qu'on applique ces rapports de compatibilité? Il y a eu une réforme très récemment avec l'ordonnance numéro 2020-745, l'ordonnance 2020-745 du 17 juin 2020. L'ordonnance 2020-745 du 17 juin 2020. Dans cette ordonnance, elle a un titre assez long, elle s'appelle « Relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme », relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme. Cette hiérarchie nouvelle va être applicable aux plans qui seront réformés à partir d'avril 2021.
et sont recodifiés les articles L131.1 à 10, les articles L131.1 à 10 qui portent sur ces questions. C'est notamment là, dans ces articles, qu'on va avoir des listes de l'ensemble des plans L131.1 à 10. L131.1 à 10. C'est donc dans ces articles qu'on va avoir des listes de l'ensemble des plans qui doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale et des plans et schémas compatibles avec les PLU ou PLUI. Il y a des articles différents selon qu'il s'agit de PLU ou PLUI, plans locaux d'urbanisme ou plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Avec 2 articles en plus pour les territoires frontaliers, qui sont des spécificités, vous le comprenez bien. Alors, pour simplifier, pour ne prendre que quelques exemples, les articles sont assez longs et j'ai fait des schémas à ce propos. Il faut que je les mette à jour avec la nouvelle ordonnance, mais vous verrez qu'avec des schémas, on a l'ensemble des rapports normatifs par rapport à un plan, lui-même devant être compatible avec, il doit être compatible avec certains, certains doivent être compatibles avec lui ou conformes avec lui. Donc j'essaierai de refaire ces schémas pour vous les donner, pour les mettre sur Moodle. Alors, la liste des documents avec lesquels le SCOT doivent être compatibles, c'est l'article L131.1 du Code de l'urbanisme. Et cette réforme, on rentrera plus dans les détails quand on fera le SCOT, cette réforme fait véritablement du SCOT un document intégrateur et pivot. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire intégrateur? Ça veut dire qu'il y a une très grande partie des politiques urbanistiques, y compris environnementales ou de transport, qui étaient dans d'autres plans et qui vont en fait se concentrer dans le SCOT. C'est-à-dire que soit le SCOT va absorber ces autres plans, il n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais de plus en plus, soit le SCOT va devoir être compatible à ces plans au-dessus de lui. Donc on va avoir l'essentiel des règles stratégiques qui vont être intégrées dans le SCOT, avec une simplification de la lecture du droit de l'urbanisme et des politiques autour du droit de l'urbanisme, notamment environnementales, puisque dans le SCOT, on va trouver l'essentiel. Alors il y a des liens qui sont un petit peu particuliers, que je vous dis tout de suite. Normalement, on dit, en général, que les autorisations d'urbanisme doivent être conformes au PLU. Donc, quand on demande un permis de construire, il doit être conforme au PLU. Quand on demande un permis de construire, il doit être conforme au PLU. Même ça, en réalité, ce n'est pas complètement vrai. Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir, les autorisations d'urbanisme ne doivent en fait être compatibles qu'avec certains des documents du PLU. Compatibles, conformes qu'avec certains et doivent être conformes avec d'autres. Par exemple, les autorisations d'urbanisme doivent être seulement compatibles avec ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation, doivent être seulement compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, qui sont le 3e des 5 documents du PLU. Alors que, comme je vous l'ai dit hier, avec le règlement et avec la planification, avec les cartes, eh bien, le permis doit être conforme. Donc, compatible avec certains, conforme avec d'autres. Vous voyez que même pour un seul document, comme le PLU, les rapports de normes ne sont pas les mêmes selon le document à l'intérieur du PLU, et que ça complexifie encore la situation. Alors, je voudrais maintenant vous parler, après la compatibilité, de la mise en compatibilité. Dans la compatibilité, il faut qu'on voit la mise en compatibilité. Qu'est-ce que c'est que cette mise en compatibilité? Ce n'est pas très compliqué. Le problème, c'est que justement, les plans changent régulièrement. Ces plans d'urbanisme changent régulièrement. Ils sont nombreux et changent régulièrement. Et ce ne sont pas toujours les mêmes autorités qui vont prendre ou modifier le plan. Rarement même. Donc, chaque autorité, chaque personne publique chargée d'un plan,
va avoir son propre calendrier, ses propres volontés de changement, qui dépendent des élections, qui dépendent des modifications obligatoires, etc., etc. Donc on a en fait tout le temps des plans d'urbanisme qui sont en train de changer. Et vous imaginez que l'histoire de la compatibilité n'est pas facile à maintenir. La conformité serait impossible. Parce qu'au moment où on a un PLU, généralement, quelques semaines ou mois avant, on a le SCOT qui a été un peu changé sur un point. Donc en fait, on ne pourrait pas avoir de compatibilité toujours maintenue. Il faudrait pour ça dire de août à, je sais pas, à octobre, on modifie tous les plans, ils sont au carré, on les laisse un an, de août à octobre, on modifie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, quand un plan voit ces plans avec lesquels il doit être compatible, modifié, il sait que lui-même doit être changé pour rester compatible avec les plans du dessus. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la mise en compatibilité. C'est l'obligation de modifier un plan inférieur pour qu'il reste compatible avec le plan supérieur. C'est ce qui, d'ailleurs, a un temps fait défaut au droit de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'avant la naissance des PLU et des SCOT, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? On avait les schémas directeurs, qui étaient l'équivalent des SCOT, et on avait les POS, plans d'occupation des sols, qui étaient l'équivalent des PLU, dans la hiérarchie. Vous comprenez que si on a changé de nom, c'est qu'on a changé beaucoup de choses dedans. Notamment, les schémas directeurs étaient moins stratégiques, il y avait plus d'éléments précis dedans, et les SCOT et les POS étaient un peu plus précis aussi. Donc ça créait des problèmes de compatibilité, beaucoup plus grands. Le problème, c'est que les schémas directeurs étaient très difficiles à changer. Et au fur et à mesure de l'évolution des schémas directeurs et des POS, eh bien le POS n'était plus que rarement compatible avec le schéma directeur. Le POS pouvait être changé, et le schéma directeur était trop dur à changer, et donc les deux plans n'étaient plus compatibles. Et on appliquait des POS incompatibles avec le schéma directeur quand même. Donc quand en 2000, avec la loi SRU, on a tout remis à plat pour refaire les noms mêmes, le SCOT et le PLU, en fait, on a cherché à avoir des plans qui se modifiaient assez facilement pour rester en compatibilité, pour rester compatibles les uns aux autres. OK ? Donc, les textes imposent, en effet, aujourd'hui, une mise en compatibilité dans un délai de 3 ans. Alors, j'ai une question. Si je puis me permettre, comment apprécier cette obligation de mise en compatibilité quand l'interprétation de la compatibilité est opérée par le juge administratif? Alors, c'est souvent quelque chose de réflexif, quelque chose qui est plus utile, c'est quelque chose qui est plus utile que vous croyez que le résultat du juge administratif. J'explique. À partir du moment où le juge administratif a eu des jurisprudences expliquant une compatibilité, en fait, l'autorité administrative qui ne veut pas que son acte soit annulé, elle va regarder la jurisprudence et elle-même faire une sorte de pré-contrôle de la compatibilité de ce qu'elle écrit. Donc quand on écrit un PLU, on sait qu'il doit être compatible seulement, mais comme on a des jurisprudences, comme on sait que c'est sans s'opposer aux options fondamentales du plan du dessus, celui qui écrit le PLU sait en gros s'il est en train de faire de la compatibilité ou pas. Donc il sait que s'il va un peu trop loin, il risque de se faire sanctionner. S'il lui-même a une vision un peu d'une compatibilité un peu poussée, en fait, il est sûr qu'il aura un acte assez stable. C'est exactement comme dans le contrôle, de l'utilité publique. Vous avez appris Ville-Nouvelle-Est et on vous dit « Ah, le juge va sous-peser ». Et souvent, les étudiants disent « Mais la question, c'est comment est-ce qu'on sait ce qu'on a le droit de faire vu que le juge vient après ?» Donc, on lance un truc, on hésite, 3 ans plus tard, on se fait sanctionner, on fait « Oups, j'aurais pas dû faire ça ». Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Précisément, quand le juge administratif fait Ville-Nouvelle-Est, qu'il explique ce qu'il faut prendre en compte, qu'il explique qu'on doit faire attention aux autres aspects environnementaux, qu'il y aura une balise du bilan, etc., eh bien, l'autorité administrative qui prévoit l'opération va elle-même dire « Ah, est-ce que je prends assez de contre-mesures? Qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher? Est-ce que sur le plan environnemental, j'ai des problèmes? Si j'ai des problèmes environnementaux, dans mon projet, je vais faire des compensations environnementales, de manière à passer. » Là, c'est pareil.
En gros, le juge administratif qui écrit quelque chose de compatible, il sait qu'il a une marge de manœuvre, et lui-même va vraiment réfléchir, pas le juge administratif, pardon, l'administration qui sait qu'elle doit écrire un plan compatible, elle sait qu'elle va réfléchir en se disant, tiens, mais pour que ce soit compatible, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'à mon avis j'ai le droit de faire? Et elle va prendre des conseils juridiques en amont. Ce qui fait qu'en réalité, derrière, il n'y a pas tant de jurisprudence qui disent, vous êtes allé trop loin, c'est plus de la compatibilité, c'est du n'importe quoi, je sanctionne. D'accord? Souvent, quand il y a un contrôle de la compatibilité, le juge administratif va constater que la compatibilité a été respectée et que ça va. D'accord? Voilà. Les textes imposent, je vous le disais, une mise en compatibilité dans un délai qui est la plupart du temps le même, qui est de 3 ans. L'ordonnance dont je vous ai parlé de juin 2020, 17 juin 2020, a essayé de rationaliser tout ça, notamment en développant ce délai de 3 ans, qui n'était pas toujours le même, ce qui signifie que, pour simplifier, sauf exception, quand 2 plans doivent être compatibles, le plan inférieur doit être modifié dans les 3 ans de la modification du plan supérieur. D'accord? Pour pouvoir le rendre compatible. D'ailleurs, les textes eux-mêmes, le code lui-même, utilise l'expression « ce plan doit être rendu compatible dans un délai de 3 ans ». Rendu compatible, c'est-à-dire qu'on est obligé de le modifier pour le rendre compatible avec le plan supérieur dans les 3 ans de la modification du plan supérieur. C'est compris? On a ça, par exemple, dans l'article L131.3 pour le SCOT. Le terme de « être rendu compatible dans les 3 ans », c'est l'article L131.3 pour le SCOT, le L131.4 pour les PLU, etc. etc. Pour les PLU et les cartes communales, les articles L131.4 et suivants vont lister les plans avec lesquels ils doivent être compatibles. Alors, vous regarderez cette liste, et puis j'essaierai de vous donner donc le schéma dont je vous parlais. Vous allez voir que, globalement, les PLU doivent être compatibles avec les SCOT, avec les SMVM, souvenez-vous, on les a vus hier rapidement, c'est les schémas de mise en valeur de la mer, avec les PDU, plans de déplacement urbain, plans de déplacement urbain, avec les PLH, programmes locaux de l'habitat, et puis avec des dispositions particulières aux zones de bruit des aéroports, par exemple. En regardant ces listes-là, ces listes de ces articles L131.1 et suivants, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'autres plans que vous ne connaissez pas. Il y en a issus du droit de l'urbanisme qu'on va voir ensemble, mais il y en a aussi de nombreux issus d'autres codes, code des transports, code de l'environnement, code de l'énergie, et qui font partie d'une forme de culture générale de droit administratif qu'il faut que vous ayez en tête, avoir une petite idée que ces plans existent, avoir une petite idée de ce qu'il y a dedans et de quoi ils touchent. D'accord ? Parfois, ces mises en compatibilité sont croisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un plan A doit être compatible avec le plan B, mais que le plan B doit aussi être compatible avec le plan A. Donc, dès qu'on en change un, sous 3 ans, il faut changer l'autre. Ça les rend plus tellement hiérarchisés, si on réfléchit bien. Quand il y a une compatibilité descendante, on voit bien la hiérarchie des normes, où le plan du dessus, en quelque sorte, prime sur le plan du dessous, puisqu'il oblige celui du dessous à être rendu compatible. Quand il y a des compatibilités croisées, on se rend bien compte que ces plans-là ne sont plus tellement hiérarchisés et que ça pose plus de difficultés qu'on croit. La multiplication des plans, qui est une activité administrative, c'est-à-dire que si en France, il y a une partie de catastrophes qu'on évite ou qui font moins de morts qu'ailleurs, c'est aussi parce qu'on a une série de plans de ce type-là. Une série d'obligations de sécurité, de police administrative de tout genre, environnementale, etc., qui nous conduisent à avoir une société plus protectrice. Mais comme on fait un plan pour tout et n'importe quoi, c'est une activité très... Voilà, c'est de la technocratie, ces histoires de planification aussi. Mais comme on a des plans pour tout et n'importe quoi, parfois on a du mal à les agencer. Et l'un des endroits où ils doivent s'agencer, c'est évidemment le droit de l'urbanisme. Alors, par exemple, d'un côté, l'article L142-1 du Code de l'urbanisme va obliger un certain nombre de plans à être compatibles avec l'un des documents du SCOT, le DOO. L'article L142.1 va obliger un certain nombre de documents à être compatibles avec le DOO du SCOT. C'est le cas des PLU,
C'est le cas des PSVM, c'est le cas des cartes communales et d'un certain nombre d'autres. D'un autre côté, l'article L 142-2 du Code de l'urbanisme prévoit, dans le sens contraire, que seuls les PLH et PDU, programmes locaux d'urbanisme, de l'habitat et plans de déplacement urbain, doivent être mis en compatibilité dans un délai de 3 ans. Alors, pour la cohérence de l'ensemble, pour qu'on n'ait pas des normes qui disent des choses différentes, ce système de relations croisées, ce système de dépendance, tous ces plans qui doivent être tous compatibles les uns avec les autres, etc., selon les cas, ou tous avec le même, etc., c'est une très bonne chose. On a un droit un ensemble de plans qui est obligé d'évoluer un petit peu tous coincés les uns avec les autres. Donc on peut s'en féliciter. On a au fond des situations peu courantes où, sur un temps réduit, 3 ans maximum, où on va avoir des petites incohérences entre les différents plans. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne façon de faire. Et en même temps, ces obligations de modifier les plans tout le temps pour qu'ils soient toujours les uns avec les autres mis en cohérence, que ce soit par la compatibilité ou la conformité, ça rend les choses infiniment complexes à gérer pour ceux qui gèrent notamment les SCOT, mais même les PLU, même tous ces petits plans. À chaque fois qu'on en a un, on doit se dire ah, mais est-ce qu'on n'est pas en train de devoir le modifier une nouvelle fois à cause d'un autre plan qui a lui-même été modifié? D'accord? Et vous verrez qu'à cet égard, il y a un grand rôle du préfet. On parlera de son porté à connaissance, c'est-à-dire que lorsqu'une autorité administrative locale, un EPCI ou une commune fait un plan, la première étape de la production de ce plan, qu'est-ce que c'est? C'est le préfet qui dit « Regardez, j'ai des experts qui, en gros, me permettent de vous donner l'ensemble des normes avec lesquelles vous devez être compatible ou pas. » Donc, au moins, on aide administrativement la commune qui fait un plan à être compatible avec les plans du dessus. OK? Voilà. Le contrôle de cette compatibilité va donc bien être, comme la question qui m'était posée le disait, celle du juge administratif. In fine, c'est lui qui va décider si c'est compatible ou pas. Ce contrôle, c'est un contrôle qui va lui revenir aussi en tant que juge de cassation. Donc le Conseil d'État, quand il n'est que juge de cassation, il va aussi là contrôler la compatibilité, si elle a bien été respectée ou pas. Pourquoi? Parce qu'il fait un contrôle de la qualification juridique en cassation. Et donc, il peut se permettre de dire si là, oui ou non, il y a eu compatibilité. On en a un exemple explicite, vous pourrez lire ce bout d'arrêt, il est intéressant. Dans un arrêt du 26 mars 2001, Conseil d'État, 26 mars 2001, SARL, le Blanc-Coulon, le plus loin blanc comme la couleur, Coulon, C-O-U-L-O-N. SARL, le Blanc-Coulon, numéro 206-629. 205, pardon. Numéro 205-629. Grand C, la prise en compte. Grand C, la prise en compte. La prise en compte. La prise en compte constitue un troisième rapport normatif. Après la conformité, la compatibilité, on va avoir la prise en compte. Il n'y a pas de summa divisio entre compatibilité et conformité. Il y a un troisième cas qui a failli disparaître. L'ordonnance du 17 juin prévoyait éventuellement la suppression de cette prise en compte, certains disaient. En pratique, l'ordonnance n'a pas supprimé la prise en compte qui existe encore dans certains articles du Code. Il y a des débats doctrinaux pour savoir si on doit toujours parler de prise en compte, parce que certains articles ne sont pas très cohérents, il faut reconnaître, et utilisent d'autres termes qui veulent dire prise en compte. On a de temps en temps la prise en considération. Alors, est-ce qu'il fallait faire une différence entre les cas de prise en compte, les cas de prise en considération, vu que le texte utilisait considération et pas compte? On s'accorde globalement pour dire que non, c'est des erreurs de rédaction. Il n'y avait peut-être pas assez de juristes au ministère de l'Équipement ces jours-là, et ça a été utilisé prise en considération que prise en compte, alors, au lieu de prise en compte, alors que ce qu'on voulait, c'était la prise en compte. Donc, de temps en temps, on va avoir ces problèmes d'écriture qui n'ont pas de conséquences juridiques.
Ce contrôle de la prise en compte va être un contrôle plus lâche, un rapport de normes plutôt plus lâche que celui de la compatibilité, plus libre, si vous voulez. Enfin, il faut être honnête, il devient un peu difficile à apprécier. Concrètement, donc, la prise en compte à l'analyse des jurisprudences va être quelque chose d'assez formel. C'est-à-dire que, comme déjà la compatibilité laisse une marge de manœuvre non négligeable, si on dit la prise en compte c'est encore plus libre que la compatibilité, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Et si on regarde les arrêts, le juge ne va pas sanctionner ce genre de choses, il ne va pas dire « Ah oui, mais c'est de la prise en compte, c'est pas de la compatibilité, donc on peut faire un peu plus ». Il ne va pas comme ça. Le juge administratif, en fait, se contente de sanctionner quand il n'y a aucune référence à la norme supérieure. En fait, prendre en compte, globalement, c'est une mesure assez formelle. Un plan qui doit en prendre en compte un autre a en fait une obligation, au moment où il est rédigé, de dire « J'ai bien vu le plan du dessus, je l'ai pris en compte, j'ai considéré le plan au-dessus pour écrire celui-là. » Mais concrètement, il n'y a pas de distinction matérielle à faire, c'est presque une obligation uniquement formelle de dire qu'on a vu le plan du dessus et qu'on y a fait attention. Ce n'est pas ce que disent exactement les textes, mais c'est ce que fait la jurisprudence quand on l'analyse. D'accord ? La différence de fond entre prise en compte et autre chose est faible. Je dis juste que j'ai pris en compte. Alors, parmi les documents qui doivent être pris en compte, on en a quelques-uns. Par exemple, le SCOT doit prendre en compte le STRADET. Le SCOT doit prendre en compte une série de schémas issus du droit de l'environnement. Pas tous, certains doivent être compatibles. En fait, la prise en compte, c'est un rapport de normes qui est assez adapté au rapport entre les normes d'urbanisme et certains plans extérieurs, dès lors que les deux sont assez larges. Les plans stratégiques d'urbanisme doivent parfois être simplement pris en compte avec d'autres plans stratégiques, d'autres législations, environnement ou autre chose. D'accord ? De plus en plus, on resserre vers la compatibilité, mais la prise en compte existe encore. C'est compris ? Voilà. Paragraphe 2, la participation des citoyens et l'évaluation environnementale. Paragraphe 2, la participation des citoyens et l'évaluation environnementale. Depuis les années 80, la participation des citoyens aux décisions en droit de l'urbanisme est forte. Il s'agit là d'une extension au droit de l'urbanisme de préoccupations qu'on va trouver nombreuses dans le droit de l'environnement. C'est tout un mouvement vers une nouvelle forme de démocratie. Le débat est encore un peu ouvert. Et je dois vous dire qu'à titre personnel, je suis assez circonspect face à ces nouvelles formes de démocratie. Vous avez vu que ces derniers temps, le président Macron avait fait une convention citoyenne, qui avait fait des propositions, en estimant par cette convention citoyenne qu'il y avait un nouvel apport démocratique. Il avait pris des soins qui sont au cœur de ces enjeux-là aujourd'hui. Quels soins a-t-il pris ? La convention citoyenne n'avait en réalité aucun pouvoir normatif. Des gens tirés au sort, censés représenter eux-mêmes, donc ensemble, une partie de la population, allaient réfléchir et faire des propositions de textes nouveaux. Est-ce que c'est de la véritable démocratie ? Kratos, c'est le pouvoir. Démos, le peuple. Est-ce qu'en l'occurrence, la Convention citoyenne a du pouvoir? Il est bien réduit, ce pouvoir. Il est réduit à un léger pouvoir d'initiative. Et encore. Est-ce que concrètement, il a une initiative législative? Non. Le résultat est fait pour être transmis comme projet de texte
par le président à l'Assemblée nationale. Certainement pas directement de la Convention citoyenne. Donc c'est un pouvoir d'initiative législative qui n'existe pas en fait. Et peut-être que là, en fait, on a la limite de cette démocratie. Si on donne vraiment du pouvoir à des gens un peu tirés au sort comme ça, on remet en cause notre démocratie à nous. Quand on les tire au sort encore, on peut se dire qu'on a une forme de représentativité aléatoire. Mais il faut véritablement avoir un nombre conséquent de personnes tirées au sort. Sinon, on ne représente rien du tout quand on est 3 personnes, ou 10 personnes, ou même 20 personnes. Alors que on va avoir un système démocratique habituel, fait d'élections, fait de représentativité, qui lui va être beaucoup plus représentatif avec un suffrage universel. Le pire, c'est l'autre situation, celle dans laquelle on va demander à des gens un peu compétents à la matière, non pas des experts, mais aussi du militantisme. Et on va avoir des gens très militants qui vont participer à ces conventions-là et participer à de la démocratie indirecte et en fait avoir une importance du fait de leur militantisme qui est bien plus forte que celle que le peuple lui-même. Quelqu'un qui ne voudrait pas bouger, une assemblée parlementaire ou un référendum qui ne voudrait pas bouger, eh bien, en fait, va être contourné par quelques militants. Un peu ce qu'on voit dans les associations étudiantes politisées à partir du moment où il y a une grève dans les universités. Vous avez une énorme proportion d'étudiants qui n'en ont rien à faire, mais quelques militants dans une assemblée générale qui vont pousser à continuer une grève dont en fait personne ne veut. D'accord? Si ça, c'est de la démocratie, j'ai rien compris à la démocratie. Là, c'est un pouvoir qui est accaparé par quelques-uns parce qu'ils sont plus militants. Cette réflexion-là, on peut la faire à cette participation du public. Quels sont les enjeux de la participation du public? Est-ce que c'est un renouvellement de la démocratie ou est-ce que c'est la place laissée à des formes de militantisme? Si je dis, et on va voir qu'on va parler de ce genre de choses-là, je voudrais faire une réforme du droit de l'urbanisme pour améliorer mon plan, par exemple, je voudrais faire une réforme de mon plan localement, et ceux qui veulent, venez me dire ce que vous voulez qu'on change. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir quelques réunions organisées. Qui va venir dans ces réunions? Ceux qui ont des idées militantes, quelles qu'elles soient, soit ultra-environnementales, soit au contraire des gens payés par un promoteur pour développer tel aspect de la ville beaucoup plus urbaine, des gens qui vont vouloir plus de sécurité, bref, tous les extrêmes que vous pouvez voir, qui vont venir à ces commissions-là et qui vont en fait emporter des décisions au nom d'une démocratie très ouverte. Est-ce que c'est ça la démocratie? Voilà. Pour moi, non. Et pour moi, il y a des dérives majeures d'entrisme et de militantisme exacerbé qui est contraire à l'intérêt général et qui ne représente en rien le peuple, qui n'est pas du pouvoir donné au peuple. D'accord? Voilà. Donc, il y a des enjeux autour de ça qui s'expriment dans ces nouvelles façons de faire de la participation du public au sein du droit de l'environnement et au sein du droit de l'urbanisme. Alors, grand A, la participation du public. Grand A, la participation du public. Comme je le disais, c'est considéré par beaucoup comme une nouvelle forme de démocratie, une démocratie plus directe, et on trouve à cette participation du public des bases constitutionnelles, puisque la Charte de l'environnement de 2004 dispose que, dans les conditions définies par la loi, la Charte de l'environnement de 2004 dispose que, dans les conditions définies par la loi, toute personne a droit de participer à l'élaboration des décisions publiques, ayant une incidence sur l'environnement. Toute personne a le droit de participer aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Avant que la charte de 2003 ne le reconnaisse en 2004, c'était d'ailleurs déjà dans l'article L110-1 du Code de l'environnement. Dans l'article L110-1 du Code de l'environnement. Donc la participation du public est très marquée par le droit de l'environnement. Et d'ailleurs, si vous regardez politiquement le positionnement des partis environnementalistes, on va dire, sur l'échiquier national, vous allez voir qu'ils sont
beaucoup pour un renouveau de la démocratie locale. Regardez dans les mairies où ils ont été élus, eh bien, il y a des volontés de participation du public très développées, des volontés comme ça, des expérimentations qui vont être menées, qui vont dans ce sens-là. Cette interprétation, cette volonté de développer la participation du public a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 3 octobre 2008, commune d'Annecy, qui est aux grands arrêts du droit de l'environnement. Conseil d'État, 3 octobre 2008, commune d'Annecy, numéro 297-931. Numéro 297-931. D'accord ? Cette participation du public, elle va prendre plusieurs formes. Petit 1, les enquêtes publiques. C'est bizarre, hein, vous ne réagissez pas beaucoup. Je subodore que là où d'habitude l'étudiant sourit un peu, montre son approbation, montre qu'il n'a pas bien compris, en fait avec le masque vous dites ça ne sert à rien, il ne le verra pas. Et donc vous avez des poker face tous. Même sous le masque vous avez des poker face. Voilà. Les enquêtes publiques. Les enquêtes publiques sont originellement issues des textes... Oui, mademoiselle ? Oui. On considère qu'elle a été prise en 2004 et qu'elle a été intégrée au GLOB. On parle de la Charte de l'environnement de 2004, même si elle est rentrée dans le bloc de constitutionnalité en 2005. Voilà. Donc, les enquêtes publiques, à l'origine, c'est issu de la période napoléonienne. Pas du tout pour l'environnement, mais bien, à l'origine, dans la législation sur l'expropriation. L'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, est-ce que mon projet qui justifie l'expropriation a bien un intérêt public? Et donc, on va faire une enquête publique pour vérifier cet intérêt public légitimement justifiant l'expropriation. Cette technique permettant une meilleure acceptabilité de la mesure par la population, elle a été reprise en 1983, initialement, dans la loi du 12 juillet 1983, par ce qu'on appelait à l'époque la loi Bouchardot, B-O-U-C-H-A-R-D-E-A-U, la loi Bouchardot du 12 juillet 1983, donc, qui prévoit des enquêtes publiques en matière environnementale. Sous l'influence du droit européen, la loi Grenelle II va étendre les enquêtes publiques à tout ce qui est, ouvrez les guillemets, projet, virgule, plan, virgule, programme ou autre document de planification. On va étendre les enquêtes publiques au, ouvrez les guillemets, projet, virgule, plan, projet au pluriel, plan au pluriel, virgule, programme, au pluriel aussi, ou autres documents, au pluriel, de planification. C'est l'article L123-2 du Code de l'environnement. Et aujourd'hui, quand on raisonne en droit général de l'environnement versus droit spécial, c'est droit des déchets, droit de l'eau, etc. Droit général, ce sont 10 règles qui s'appliquent dans toutes les mesures environnementales, le cœur, si vous voulez, du droit de l'environnement et du Code de l'environnement. Dans ce droit général de l'environnement, on va avoir tout ce qui est enquête publique, tout ce qui est participation du public. Alors, ce développement des enquêtes publiques a aussi eu lieu du fait des conventions internationales. C'est un phénomène mondial que leur développement. Un phénomène mondial, notamment autour d'une convention que vous devez connaître au moins de nom, qui est la convention d'Aarhus, A-A-R-H-U-S, sachant que dans la langue originale du pays, on ne dit pas Aarhus, mais Eurus ou Aarhus. Voilà. A-A, c'est disant O. Bon, évidemment, je vous le fais avec un accent que j'ai complètement inventé, hein, je tiens à vous le dire.
Cette convention de Russe a été ratifiée par la France en 2002 et elle est issue aussi d'une série de directives européennes qu'on appelle les directives plans et programmes. Une directive plans et programmes européenne sous l'angle droit de l'environnement. Mais le droit européen ne s'embarrasse pas des distinctions entre droit de l'environnement et droit de l'urbanisme français. Donc quand la directive européenne impose de la participation publique et notamment des enquêtes publiques à tout ce qui est plan et programme ayant un impact en droit de l'environnement, eh bien vous comprenez bien qu'on va aussi y inclure la plupart du temps les PLU, les SCOT et les plans d'urbanisme. Les plans d'urbanisme ayant un impact en droit de l'environnement, même si ce n'est pas leur objet direct. D'accord? Deuxième forme de participation du public, petit 2, les concertations préalables. Petit 2, les concertations préalables. J'ai déjà évoqué avec vous la recodification de 2015. En 2015, on recodifie tous les articles 100. Je l'avais évoqué pour vous dire, attention, quand vous voyez des arrêts un peu anciens, ne vous fiez pas aux articles de l'époque. Tous les articles avec un premier chiffre 1, 100 et quelques, en fait, ont été complètement recodifiés en 2015. Cette recodification a aussi permis de recodifier toute la participation du public. Et on a un chapitre dédié pour le droit de l'urbanisme dans ce livre premier. Comme ce sont des règles communes à tous les plans, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, souvenez-vous qu'on est dans une partie du plan relative aux règles communes à tous les plans, eh bien, on va le retrouver aux articles L 103.2 à 6 du Code de l'urbanisme et R 103.1 à 3 du Code de l'urbanisme. L 103.2 à 6 et R 103.1 à 3 du Code de l'urbanisme. Ce droit de l'urbanisme, de la concertation préalable, va renvoyer souvent au Code de l'environnement. Et notamment aux procédures plus précises prévues dans le Code de l'environnement. On a des renvois, par exemple, à l'article L 123-19-1 du Code de l'environnement, L 123-19-1 du Code de l'environnement, qui prévoit plus précisément ces concertations préalables. Le Code de l'environnement lui-même, quand il fait la liste des plans devant faire l'objet d'une concertation préalable, va renvoyer au Code de l'urbanisme. Donc on a une débrication honnêtement extrêmement compliquée à comprendre et dont je ne peux pas là, sauf à passer des heures dessus, vous expliquer les différentes limites et les petites nuances. Dans la vie pratique, lorsqu'il y a une opération d'urbanisme un peu importante ou un plan qui est modifié, il y a des réflexions infinies pour savoir quel est le droit exactement qu'on applique. Est-ce qu'on fait une concertation préalable vraiment du droit de l'environnement ou est-ce qu'on applique une procédure un peu particulière propre au droit de l'urbanisme? C'est des complications infinies et, il faut être vraiment honnête, ça mériterait une petite réforme de simplification. Ça fait doute pour personne de ceux qui le pratiquent un tant soit peu ou qui s'y penchent un tant soit peu. Quel est le champ d'application de cette concertation préalable? Quand est-ce qu'il faut en faire? En droit de l'urbanisme, on va en faire quand il y a notamment l'élaboration ou la révision d'un SCOT ou d'un PLU, l'élaboration ou la révision d'un SCOT ou d'un PLU, la création d'une zone d'aménagement concerté, des projets de renouvellement urbain, et notamment des opérations listées à l'article R 103-1 du Code de l'urbanisme. R 103-1 du Code de l'urbanisme. Alors, pour vous dire à quel point c'est compliqué, juste un élément. Pour ce qui est des concertations pour les PLU et les SCOT, on va avoir des obligations dans le premier vote qui prescrit
ce plan qui dit, voilà, il y a une première délibération pour dire, on va modifier. Dans ce premier vote, on va avoir les modalités de la concertation qui vont être prévues. On va avoir des dates de réunion, on va avoir un nombre de réunions, des dates de réunion qui vont être prévues directement dans la première délibération qui dit, on change le PLU. Il y a différentes modalités de changement, plus ou moins importantes, mais quand on prend ces décisions, on va faire un PLU, on va faire un SCOT, la première délibération, on va fixer la participation du public des concertations préalables. D'accord? Alors, quel est le rôle de ces concertations? Ces concertations, elles ont des modalités qui sont faites pour être précisées au cas par cas. Le Code lui-même ne prescrit pas des formes particulières de concertation. Le Code laisse les autorités administratives dire quelle forme ça doit prendre. La délibération, qui prévoit ces concertations, peut bien entendu être attaquée. En effet, si elle prévoyait trop peu de concertations, on pourrait contester en disant « Regardez, il y a une obligation de faire des concertations dans le Code. En réalité, celui qui prescrit le plan se limite à une pauvre petite réunion très tard le soir, dans pas longtemps. On ne peut pas dire que ce soit une concertation suffisante. » Mais ça pose un problème de légalité, parce que, comme c'est le tout premier acte du PLU, pendant un temps, 3 ans après cette première délibération, lorsque le PLU entre en vigueur, vous savez qu'on a 2 mois pour attaquer l'acte administratif. Dans les 2 mois, eh bien, certaines associations attaquaient le plan en estimant qu'il était illégal, parce que les prescriptions du début, les concertations prévues dans la première délibération, étaient insuffisantes. Vous constaterez comme moi que ça pose quelques problèmes de sécurité juridique, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que, alors que dès le début, on pouvait reprendre toutes les concertations au tout début du plan, certains attendaient des années pour l'annuler d'un coup sec, l'ensemble, en disant c'est important, dès le début, on appelle les participants du public. Alors, il y a eu une modification du Code de l'urbanisme, et notamment dans le titre 6, c'est-à-dire dans les articles 600. Les articles L et R 600 du Code de l'urbanisme, c'est les règles spéciales concernant le contentieux de l'urbanisme. Et l'article L 611 prévoit qu'on ne peut attaquer que tout de suite la délibération juste après qu'elle a été prise, la délibération prescrivant le plan, celle donc qui organise les concertations, et qu'après, cela empêche d'attaquer cette délibération à la fin, quand le plan est déjà fini, 3 ans plus tard. D'accord? Donc ça évite cet excès que certains avaient, d'avoir des mauvaises concertations prévues dans la première décision et d'attendre 3 ans plus tard pour attaquer en annulant tout le travail fait par des dizaines de personnes pendant 3 ans. D'accord? Voilà. Alors, la question était aussi celle de l'invocabilité des problèmes lors de la concertation. Est-ce qu'on peut dire que la concertation n'a pas vraiment été faite, qu'elle a été mal organisée, et qu'il y a eu des vices dans cette organisation? Le Conseil d'État a là aussi une interprétation visant la sécurité juridique. Il n'a pas un contrôle très poussé et se contente de regarder si la procédure fixée dans le premier acte a été ou non respectée. Ça a posé quelques problèmes et il a depuis un petit peu renforcé son contrôle. Je vous donne un exemple dans un arrêt du 5 mai 2017, Conseil d'État, 5 mai 2017, commune de Saint-Bon, Tarentaise.
Saint-Bon, Tarentaise. Commune de Saint-Bon, Tarentaise. 5 mai 2017. Numéro 288 902 pour ceux qui voudraient aller le voir. Par ailleurs, l'article L611 est clair sur un point, intéressant pour voir la portée de cette concertation obligatoire. On ne peut pas du tout invoquer une mauvaise concertation contre un permis. Voilà. On ne peut pas du tout invoquer une mauvaise concertation lorsqu'on attaque un permis. On ne peut qu'attaquer le plan lui-même, et encore, on l'attaque après la délibération, pas plus tard. D'accord? Voilà. Autre et troisième forme de participation du public, les référendums locaux, petit 3, les référendums locaux. Là encore, on est face à une mode des référendums locaux qui ne simplifie clairement pas l'approche de ceux-ci. On va distinguer 4 catégories de référendums locaux, dont certains ont été créés vraiment pour un cas un peu particulier, vous allez le voir. Toute la question des référendums locaux, vous allez voir que ça va nous guider pour distinguer les 4, c'est quelle est la valeur du résultat du référendum. Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est pas contraignant? Et deuxième question, c'est quel est le champ d'application territorial du référendum? À qui on va demander de s'exprimer dans un référendum local? D'accord? Ça sont 2 enjeux qui font que les référendums locaux sont difficiles à utiliser. Alors le premier référendum local, c'est le référendum de l'article L 1112-15 du CGCT. L'article L 1112-15 du CGCT. L 1112-15 du CGCT. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. Le vote est appelé une consultation et non pas un référendum. D'accord? On a une consultation et non pas un référendum. Pourquoi est-ce qu'on dit consultation et pas référendum? Eh bien précisément parce que le résultat n'est pas décisionnel. Le résultat, c'est une information de celui qui va prendre la décision. Donc, il consulte le peuple, référendum voulant plutôt dire que le peuple décide. La valeur, le résultat du référendum, de cette consultation, a donc une valeur plus politique qu'une valeur juridique. Juridiquement, il ne s'impose pas. Politiquement, il va être compliqué pour l'autorité qui a demandé cette consultation de ne pas respecter la question qu'il a posée, la réponse à la question qu'il a posée. Alors, ce référendum, dont on voit le lien avec les Gilets jaunes, doit recueillir un certain nombre de signatures correspondantes au corps électoral pour être considéré comme, je ne vais pas dire, remporté. D'accord? Il y a eu très récemment un référendum relatif à la privatisation d'Aéroports de Paris. Un de ces référendums-là pour la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette proposition devait recueillir 4 717 396 signatures. 4 717 396 signatures, ce qui veut dire 10% du corps électoral. En réalité, je n'ai pas regardé les comptages à la fin, mais à la fin, on était en dessous d'1 million de signatures.
Ces signatures sont déposées au Conseil constitutionnel et elles se font en ligne. Alors, il y a eu pas mal de bugs, puisque le site a été pendant assez longtemps inaccessible, ça ne marchait pas bien, les gens commençaient, puis vous savez, ça buguait, ça s'arrêtait. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur la méthode technologique utilisée, avec, évidemment, on est souvent à théorie du complot, l'idée que c'était fait exprès pour qu'il n'y ait surtout pas beaucoup de signatures derrière. Bon, on est passé tellement loin qu'en réalité, le risque était assez faible, mais n'empêche, ça a été soulevé comme ça. Ensuite, le ministère de l'Intérieur valide les signatures qui ont été retenues par le Conseil constitutionnel, et puis on a le résultat de cette opposition. En l'espèce, en fait, il n'y a jamais eu d'application positive de cette décision, et certainement pas pour Aéroport de Paris. Le deuxième référendum possible est le référendum de l'article LO 1112-1, 1112-1, LO 1112-1 du CGCT. LO, vous le savez, sont les articles de loi organique. Alors, ce deuxième référendum n'est pas d'initiative populaire, mais d'initiative de l'Assemblée délibérante de la collectivité. Alors, vous avez compris, dans le premier cas, les signatures permettent de faire un référendum. C'est ça l'idée. Les signatures permettent d'obliger à faire un référendum. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu les signatures qui obligent à faire un référendum. Voilà. Donc, le deuxième, c'est l'article LO 1112-1 du CGCT, qui n'est pas d'initiative populaire, c'est l'Assemblée délibérante de la collectivité qui en fixe les modalités. Cet texte est limité aux collectivités territoriales et il n'est pas décisionnel non plus. Mais le fait qu'il soit limité aux collectivités territoriales donne un impact politique assez fort. Le maire qui demande par son assemblée délibérante qu'il y ait un référendum comme ça, eh bien, est souvent politiquement contraint de le respecter. Troisième type de référendum, c'est le référendum réservé aux établissements publics de coopération communale et aux communes qui en sont membres. C'est l'article L 5211-49, oui. Oui, c'est un référendum qui est réservé aux EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, et aux communes qui en sont membres. Il est prévu à l'article L 5211-49 du CGCT, L 5211-49 du CGCT, au départ, il était réservé à des questions d'urbanisme, donc il nous concerne particulièrement. Et depuis 2004, il s'étend à toutes les affaires de la commune. Ou de l'EPCI. Le quatrième référendum, dans ce petit panorama, vous voyez que je ne rentre pas beaucoup dans les détails parce que ce n'est pas utile de rentrer beaucoup dans les détails, mais il faut que vous sachiez que ça existe, on va dire. Voilà. Que vous ayez conscience de cette diversité des référendums aux champs d'application différents, où on voit bien qu'au cas par cas, à cause de telle affaire, telle chose, telle demande, on va en créer un. Le rêve de tout élu local, c'est d'avoir le référendum où il demande à sa population, il est obligé d'exécuter, et c'est une vraie décision. Le problème, c'est que tout le monde est réticent à ça. Quand l'élu local y réfléchit vraiment, il n'est plus tout à fait pour que le référendum lui pique son pouvoir. Ça pose des problèmes parce que quand il y a une décision nationale qui tombe, il ne faut pas que localement, il y ait un référendum qui dise « nous, on n'en veut pas dans notre commune », ça n'a pas de sens. Et donc, en réalité, à chaque fois, on dit « ah oui, mais à cause de ça, il faut mettre une limite ». Et donc, chacun a des limites un petit peu différentes et qui rendent ces référendums très formelle, très nouvelle façon d'être de la démocratie, mais qu'on n'aime pas beaucoup. Voilà, en réalité. Que les textes ne favorisent pas vraiment. Le quatrième, il est encore pire, c'est presque le pire de tous, c'est le référendum de l'ordonnance numéro 2016-488, et je vous l'ai juste après, 2016-488, du 21 avril 2016, et un décret du même jour. L'ordonnance 2016-488, du 21 avril 2016, et le décret du même jour. Ils sont codifiés aujourd'hui aux articles L 123, 20 et suivants du Code de l'environnement.
L123-20 et suivant du Code de l'environnement. Ce quatrième mode de référendum a été créé spécifiquement pour Notre-Dame-des-Landes. Alors, je vous passe les spécificités, mais qui sont dues au fait qu'autour d'un projet, on peut interroger des communes autour, il faut déterminer lesquelles, parce que ce n'est pas toute la nation, même si on pourrait dire que c'est un projet international, l'aéroport de Nantes, mais des communes autour, etc., etc. Le pire du pire, et là on voit bien ce qu'il faut penser, ou ce qu'on peut penser aujourd'hui, ou ce qu'on pense aujourd'hui des référendums locaux, c'est que ce référendum a une position assez tranchée, puisqu'à 55,17%, les habitants de cet endroit-là, y compris d'ailleurs la ZAD, fameuse zone à défendre dans cet endroit où devait être implanté l'aéroport de Notre-Dame, ont décidé que oui, il y avait un intérêt à construire Notre-Dame-des-Landes et que oui, il fallait construire l'aéroport. Le texte dit que ce référendum doit toucher un projet d'infrastructure ou d'équipement. Vous voyez qu'on est en plein dans vraiment Notre-Dame-des-Landes. Et malgré ces 55,17% d'habitants, citoyens qui ont dit « oui, nous le voulons », malgré l'intégralité des décisions juridictionnelles qui disaient « oui, cet aéroport est légal, oui, le contrat est légal, oui, l'occupation de manière est légale, oui, tout est légal », eh bien, il y a une décision politique qui a dit « on ne fait plus Notre-Dame-des-Landes ». Donc, vous voyez bien que la considération qu'on a pour ces référendums locaux qui sont une sorte de mythe de ce qu'on aimerait faire, mais qu'on ne veut pas vraiment faire. Voilà. C'est sur ces éléments que je vous quitte et que je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous allez être vous-même confiné. Non, vous savez que vous n'avez pas qu'on arrête les cours? Comment on part? Il y a un mail du doyen là maintenant, à l'instant? D'accord. Bon, donc on se voit pas la semaine prochaine.